Yo les fans, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec un nouvel épisode consacré à Pas sur le Mans. Pas sur le Mans, c'est une série de vidéos, comme vous le savez maintenant, consacrée à l'histoire, à l'origine des 24 heures du Mans, mais aussi aux marques et aux pilotes légendaires qui ont fait la renommée de cette épreuve mythique. Allez, aujourd'hui je vais diviser mon épisode en deux parties. Une première partie où on va s'intéresser à la catégorie Hypercar. La catégorie Hypercar, c'est la catégorie reine du sport prototype en endurance et aux 24 heures du Mans. Et dans une deuxième vidéo, on traitera d'une deuxième partie des catégories avec à la fois les LMP2 et les catégories dédiées au GT, donc la catégorie Grand Tourisme. Alors pourquoi faire cet épisode en deux parties? Tout simplement parce que il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, pour faciliter votre compréhension, pour faciliter un petit peu les choses, voilà, je me lance uniquement aujourd'hui sur la catégorie Hypercar. Il y a beaucoup d'informations à ingurgiter, il y a beaucoup d'informations à connaître, donc c'est pour ça que j'aimerais diviser cet épisode en deux parties. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à l'Hypercar et se demander finalement, c'est quoi l'Hypercar? La catégorie Hypercar, c'est quoi exactement? C'est vrai que c'est une catégorie qui intrigue et qui a été créée par l'Automobile Club de l'Ouest, l'ACO et la FIA, la Fédération Internationale d'Automobile, et qui est en place dans le championnat du monde d'endurance depuis maintenant 2 ans en 2021. Alors pour éclairer un petit peu les choses, pour simplifier un petit peu, j'ai remonté à l'époque du LMP1. Donc, le LMP1, c'est un petit peu, si vous voulez, l'ancêtre de la catégorie Hypercar. Donc également, c'était la catégorie reine du sport auto, où les principaux grands constructeurs s'affrontaient. Donc à la création du championnat du monde d'endurance en 2012, donc le WSC, Audi était à l'époque la marque référente. Audi avait déjà gagné de nombreuses fois les 24 heures du Mans, et Audi s'annonçait comme l'immense favori. Audi a été rejoint au début de ce championnat par le constructeur japonais Toyota. Toyota qui est arrivé en 2012 et 2 ans plus tard, en 2014, par Porsche, un autre constructeur mythique qui a gagné les records du Mans à 19 reprises. Toyota, Porsche et Audi vont s'affronter pendant plusieurs années dans ce championnat du monde d'endurance, et à chaque fois aux 24 heures du Mans vont se livrer une bataille assez intense. Donc ça marchait plutôt bien, si vous voulez. On avait des belles passes d'armes. Audi a remporté les championnats du monde en 2012 et 2013. Ensuite ça a été le tour Toyota en 2014, puis Porsche en 2015, 2016 et 2017. Porsche, qui est revenu en 2014, va d'ailleurs vite prendre le dessus à partir de 2015 et va s'adjuger 3 victoires consécutives dans la Sarthe 2015, 2016 et 2017. Mais pourquoi parler d'Hypercar si le LMP1 ça marchait bien? Finalement, pourquoi avoir supprimé cette catégorie? C'est là que le problème intervient, c'est là que la merde intervient. Fin 2016, Audi annonce se retirer du championnat du monde d'endurance, tout simplement parce que les coûts commençaient à devenir trop importants. Il y avait également eu le scandale du Dieselgate, c'était un scandale qui impactait le groupe Volkswagen dans lequel fait partie Audi. Et donc dans un communiqué publié fin octobre de l'année 2016, Audi, la marque Osano, annonce se retirer du championnat du monde d'endurance pour l'année 2017, laissant désormais seuls Toyota et Porsche s'affronter. Voilà, alors on avait encore 2 constructeurs pour se disputer la gagne. Donc voilà, les choses commençaient un petit peu à partir en vrille, mais il y avait encore 2 constructeurs pour se tirer la bourre. Mais bon, vous connaissez la suite. Porsche, en juillet 2017, annonce se retirer du championnat du monde d'endurance à la fin de l'année, donc à la fin de l'année 2017, pour laisser seul Toyota en 2018. Et là, ça a sacrément commencé à devenir la merde, parce que Toyota s'est retrouvé comme la seule équipe d'usine pour 2018. Donc vous voyez, là c'était un peu compliqué. Sachant qu'à l'époque, le WEC était un championnat qui voulait promouvoir l'hybridation. Donc l'hybridation avec Audi qui s'est imposé en 2012 avec cette technologie-là, Porsche par la suite, et Toyota en 2018 avait également son système hybride. Donc si vous voulez, c'était la seule équipe d'usine. Et même si des équipes privées comme SMP Racing, Rebellion Racing ou Bike-OS vont venir garnir le plateau dans cette catégorie, ces équipes n'avaient pas le même budget que Toyota, n'avaient pas le même budget qu'un constructeur qui vend beaucoup de voitures de série, et surtout n'avaient pas de système hybride incorporé à leur voiture.
Donc pas de système d'hybride, un budget beaucoup moins important. Toyota s'est vite retrouvé seul, sans concurrence, et s'est adjugé facilement le succès dans le championnat du monde d'endurance et à la fois au 24 heures du Mans en 2018, 2019 et 2020. Mais alors, comment réformer la catégorie reine du sport prototype qui était en train de mourir? C'est là que l'ACO et l'IMSA interviennent. En 2019-2020, l'ACO veut réformer la catégorie sport du sport prototype de manière à attirer beaucoup plus de constructeurs dans son championnat et aux 24 heures du Mans. Mais comment faire? Le LMP1 était devenu beaucoup trop cher. Construire une voiture, construire un prototype demandait beaucoup de ressources, demandait beaucoup d'investissement. C'est pour cette raison notamment qu'Audi et Porsche se sont retirés respectivement en 2016 et 2017 pour aller dans d'autres championnats beaucoup moins coûteux. Audi et Porsche sont tournés vers le championnat du monde de Formula E, un championnat donc qui fait la part belle à l'électrique. L'ACO et l'IMSA ont alors décidé de réformer la catégorie reine du sport prototype, l'élite du sport auto en endurance, en créant une nouvelle catégorie reine censée attirer plus de constructeurs. Comment attirer plus de constructeurs? Tout simplement en réduisant drastiquement les coûts liés à la fabrication d'un prototype. C'est là que intervienne la fameuse catégorie hypercar divisée en deux réglementations différentes. Pourquoi deux réglementations? Parce que je vous ai parlé d'un accord passé entre l'ACO. L'ACO, si vous voulez, c'est un petit peu l'organisateur des événements en Europe, et l'IMSA, l'organisateur des événements aux États-Unis et au Canada. Donc pour trouver un équilibre, il y a deux réglementations qui ont été élaborées. La réglementation reposant sur la conception d'une voiture LMH, donc LMH c'est l'acronyme désignant Le Mans Hypercar, et la réglementation LMDH, l'acronyme signifiant Le Mans Daytona Hypercar. Pourquoi le Daytona? Le D tout simplement parce que les 24 heures de Daytona sont la course la plus importante disputée aux États-Unis fin janvier de chaque année. Fin 2020, le LMP1 s'est donc arrêté pour laisser place en 2021 aux hypercars et aux fameuses LMH que nous connaissons aujourd'hui, telles que Toyota, le team privé Glickenhaus, qui se sont notamment affrontés lors des 24 heures 2021 et 2022. Avec la présence d'une Alpine, une Alpine A480, mais pour être honnête, c'était plus une ex-LMP1 rebadgée Alpine, qui notamment utilisait le châssis Oreca, le châssis utilisé par Rebellion en 2019. Le championnat était quand même bien maigre, mais parce que cette réforme a pris du temps à se faire, d'autres constructeurs ont décidé de dégainer dans cette catégorie et vont arriver seulement cette année en 2023. Je vous ai parlé de deux réglementations différentes, la réglementation LMH et la réglementation LMDH. Si vous voulez, la réglementation LMH, c'est la réglementation dite européenne, on pourrait l'appeler comme ça. On va voir tout de suite ce qui distingue une LMH, donc une Le Mans Hypercar, d'une LMDH, la réglementation LMDH qui repose, elle, sur la réglementation du championnat nord-américain IMSA. Si vous voulez, dans la catégorie Hypercar, donc qui regroupe deux type de réglementation, la réglementation LMH et LMDH, les constructeurs qui s'engagent dans cette catégorie reine du sport auto en endurance ont deux choix qui s'offrent à eux. Les constructeurs qui s'engagent en LMH développent leur propre moteur, leur propre châssis, mais également décident ou non s'ils veulent incorporer un système hybride sur l'essieu avant de la voiture. Voilà, ils élaborent de A à Z leur prototype avec un budget qui leur est illimité, même si la conception d'une hypercar est beaucoup moins coûteuse d'une LMP1. Donc voilà, en termes de financement, concevoir une hypercar qui ressemble plus à une voiture finalement de série qu'une LMP1, et l'hypercar coûte beaucoup moins cher. Mais le constructeur qui décide de s'engager peut décider librement du développement de sa propre voiture. A l'inverse, un constructeur qui décide de s'engager en LMDH doit respecter certaines contraintes, comme par exemple le choix du châssis qui lui est imposé parmi 4 proposés par ceux utilisés en LMP2, donc ça peut être le châssis Ligier, Oreca, Multimatic ou encore Dallara. Ce sont des châssis qui lui sont imposés et le constructeur décide du châssis sur lequel il veut s'appuyer pour le développement de sa voiture. Le système hybride lui est également imposé, il doit choisir un système hybride. L'hybridation est donc obligatoire pour une
pour l'élaboration d'une LMDH. Finalement, pour faire simple, seul le moteur et la carrosserie, pourrait-on dire, sont l'œuvre du constructeur. Pourquoi deux types de réglementation? Tout simplement pour attirer le plus de constructeurs possible et pour leur laisser le choix finalement d'élaborer leur propre voiture. Construire une LMH, ça coûte forcément plus cher qu'une LMDH, mais sur une LMH, on a vraiment l'identité totale de la marque qui développe et qui conçoit de A à Z sa propre voiture, son propre prototype, alors qu'une LMDH, le constructeur, voilà, a certaines contraintes à respecter. Ça reste l'identité de la marque bien entendu, mais on sent bien qu'il y a une logique davantage d'innovation pour une LMH que pour une LMDH. Mais qu'importe, puisque la catégorie Hypercar va être garnie par de nombreux constructeurs. En 2023, plusieurs autos ont décidé de rejoindre le championnat du monde d'endurance, en plus de Toyota déjà présent, en plus de Glickenhaus, le team privé américain présent également depuis 2 années. On retrouvera dans la catégorie Hypercar les constructeurs tels que Ferrari qui a développé sa propre voiture, une LMH. On retrouvera également Peugeot présent après les 24 heures du Mans de 2022, qui a participé déjà à 3 courses l'année dernière dans le championnat du monde d'endurance. On retrouvera également le petit constructeur privé Von Wall, constructeur autrichien. Et puis en LMDH, donc on retrouvera le constructeur emblématique Porsche. Il y aura également Cadillac, et puis en 2024 on s'attend à la présence de BMW en WEC et aux 24 heures du Mans. Voilà, pour résumer mon propos, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie qui a pris la suite du LMP1, qui reste la catégorie reine du sport auto. En endurance, c'est la catégorie Hypercar, qui regroupe 2 types de réglementation. La réglementation émanant de l'ACO, qui repose sur la conception d'une LMH, et la réglementation qui émane plus du championnat nord-américain, avec la conception d'une LMDH. Les constructeurs qui décident d'élaborer une LMH peuvent participer donc au championnat du monde d'endurance et forcément aux 24 heures du Mans. La course est incluse dans le championnat du monde d'endurance, WEC, et les LMDH ont la particularité de pouvoir participer à la fois au championnat du monde nord-américain, donc le championnat IMSA, et peuvent aussi s'inscrire en championnat du monde d'endurance, WEC. C'est le cas de Porsche et de Cadillac qui ont élaboré une LMDH et qui seront présentes en WEC cette année. Vous demandez peut-être comment les performances peuvent être égales entre une LMH et une LMDH, alors que ces 2 types de réglementation font partie du même catégorie, la catégorie Hypercar en WEC. Il y a ce qu'on appelle la balance de performance qui est censée ajuster les performances entre une LMH et une LMDH. Alors la balance de performance, c'est une balance qui fait débat depuis de nombreuses années, puisqu'elle était déjà instaurée du temps du LMP1. On appelle plus ça l'équivalence de technologie entre Toyota, équipe d'usine, et les équipes privées. La balance de performance, c'est le législateur qui décide de réajuster les performances de telle auto qui serait pas forcément aussi rapide qu'une autre. L'objectif finalement des organisateurs, c'est que une LMDH et une LMH puissent aller à des vitesses similaires en termes de performance, soit à peu près égales, pour que la course, que ce soit en championnat WEC et au 24 heures du Mans, soit spectaculaire et puisse être intéressante à la fois pour les équipes comme pour les spectateurs. Alors voilà, j'ai aussi mon propre avis sur la balance de performance, je vous le donnerai plus tard, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais j'espère que vous aurez compris cette catégorie Hypercar qui est une catégorie nouvelle, qui est l'héritière du LMP1, le LMP1 d'autrefois, qui était finalement très coûteux, qui demandait beaucoup d'investissement, qui a fait fuir Porsche et Audi, et qui a donc laissé seul Toyota en piste. C'est pour cette raison que la réglementation LMH et LMDH concourant pour la catégorie Hypercar est apparue. C'est pourquoi la catégorie Hypercar a été créée. Voilà pour cette catégorie. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à relayer ma vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis à vous abonner, si ce n'est pas le cas encore, à ma chaîne YouTube. Dans la deuxième partie de cet épisode, je vous parlerai des autres catégories, au 24 heures du Mans et en endurance. J'évoquerai le LMP2, donc Le Mans Prototype 2. C'est facile, hein, c'est juste la catégorie du dessous en fait. C'est toujours une catégorie de prototype, même si c'est pas la seule spécificité. J'évoquerai également
la catégorie dédiée au GT, la catégorie Grand Tourisme. Voilà en tout cas mesdames et messieurs, j'espère que vous avez appris des choses surtout, j'espère que cela vous a intéressé et n'hésitez pas à revenir à moi pour tout commentaire, pour toute question. Voilà, bientôt on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les fans.